Voilà, bonjour. Dans cette troisième vidéo sur les sémaphores, je vous propose d'étudier un problème classique de synchronisation, le rendez-vous. Donc avant d'aborder le rendez-vous, corrigeons les exercices 1 et 2 de la vidéo précédente. Donc le premier exercice, c'était l'exercice du pont. Donc dans ce problème-là, nous avons deux flux de voitures qui souhaitent passer un pont à voie unique. Donc on a des voitures qui viennent du nord et d'autres du sud. Et ce qu'on veut éviter, c'est qu'on ait des voitures du nord et du sud en même temps sur le pont. Et dans le même temps, on accepte d'avoir plusieurs voitures du nord sur le pont et aussi plusieurs voitures du sud sur le pont. Donc il s'agit de coder les deux types de processus voitures, dans un premier temps sans soucier de l'équité, puis après on regardera comment résoudre ce problème d'équité. Alors l'idée de la solution, c'est d'utiliser ce qu'on avait appelé un interrupteur. Donc le principe de l'interrupteur, je vous le rappelle, ça consiste à, dès qu'on a un premier client qui arrive, dans notre cas, le client, c'est par exemple les voitures arrivant du nord, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils demandent l'accès au pont. De cette façon-là, tant qu'il y a des voitures sur le pont, on n'a pas besoin de demander l'accès, on y accède automatiquement. Et quand on sort du pont, seule la dernière voiture qui sort du pont va pouvoir libérer le pont et de cette façon-là, donner l'accès au pont aux voitures qui viennent du sud. Donc formellement, donc là je vous ai rappelé le fonctionnement de la classe interrupteur qu'on a vu dans la vidéo 2. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est un sémaphore que j'ai appelé pont vide. Et donc deux interrupteurs, un interrupteur A, donc pour les voitures que j'ai appelé A, qui est basé sur le pont vide, et un interrupteur B, qui est aussi basé sur le pont vide, qui va servir pour les voitures du type B. Et vous voyez, le code est extrêmement simple. Les voitures A, tout ce qu'ils font, c'est en entrant, ils entrent en utilisant l'interrupteur A, ils roulent, et ils sortent avec l'interrupteur A. De cette façon, la première voiture qui rentre réserve le pont, les autres peuvent rentrer sans problème, et donc rouler, et la dernière voiture qui sort libère le pont. Et le code des voitures B est identique. Donc ce que vous voyez bien, c'est l'intérêt de l'interrupteur qui permet d'écrire un code extrêmement simple pour résoudre ce problème-là. Alors, un des problèmes de cette solution, c'est qu'elle est vraiment sans équité. C'est-à-dire que si on a un flux continu de voitures A qui passe le pont, les voitures B vont rester bloquées indéfiniment. Donc la solution avec équité. Donc on va utiliser ce que j'ai appelé un super interrupteur. Alors, dans le super interrupteur, c'est quoi la différence? C'est quand une voiture rentre, il faut qu'elle fasse un P de demande, qu'elle demande, on verra à l'autre super interrupteur s'il y a quelqu'un en attente. Non, elle va faire un P de demande de telle façon qu'elle va bloquer les autres voitures de telle façon que lui puisse accéder à l'interrupteur. Et tout de suite après, il fera un V demande pour libérer ici les autres voitures. Le code de sort reste inchangé. Donc, si je prends le cas de la voiture A, il demande à l'interrupteur B, donc aux voitures B, d'une certaine manière, s'il y a quelqu'un qui est bloqué. S'il y a quelqu'un qui est bloqué, dans ce cas-là, il attend. S'il n'y a personne qui est bloqué, il passe en faisant un PV du même sémaphore. Et là, on retrouve ici, par la suite, avec interrupteur A entre, A roule, interrupteur A sort, exactement le même code qu'on a vu précédemment. De cette façon-là, si on a un flux continu de voiture A qui passe, dès qu'il y a une voiture B qui arrive, elle va bloquer les nouvelles voitures qui arrivent. Donc il lui suffira d'attendre que les voitures A finissent de passer, et ce sera au tour de voiture B de passer, et ainsi de suite.
Donc je vous propose une petite démonstration à partir du code Java. Pour notre problème, je rappelle, on a un sémaphore qui s'appelle pont vide et nos deux interrupteurs, un pour chaque voiture. Ce que j'ai ajouté ici, c'est juste une petite méthode qui permet d'afficher les messages avec entre les affichages quelques pauses avec les méthodes sleep. Donc le code des voitures est relativement simple, hein. Donc on associe à chaque voiture un interrupteur pour indiquer le type, hein. On aura le type A, puis le type B, on verra ça par la suite, puis un petit nom qui va servir juste pour l'affichage. Le code du processus est relativement simple, hein. C'est interrupteur, j'entre, je dis, je roule, et je sors. Dans le programme principal, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Donc j'ai les voitures du type A, qui fonctionnent avec l'interrupteur du type A, et puis voilà que je démarre, et puis les voitures du type B. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que je démarre 4 fois une voiture de type A suivie d'une voiture de type B. Regardons ce que donne l'exécution du code. Voilà. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit une voiture A qui se met à rouler, une voiture A1 qui se met à rouler. Après, c'est le tour de A2, A3. On voit que A1 et A2 sont en même temps, que A1 et A2 sont en même temps, que A2 et A3 en même temps. On retrouve les 3 voitures A qui passent, hein. Et par la suite, on voit les 4 voitures B qui passent. Donc on voit ici hein, le phénomène de non-équité, hein. C'est qu'une fois qu'il y a une voiture A qui passe et qu'on continue à faire passer à avoir des voitures du type A, c'est les voitures A qui passent en premier. Et après, c'est les voitures B qui se mettent à passer. Donc, mais par contre, ça résout bien le problème. Donc ici, la valeur de n que j'ai choisie, je l'ai mis en constante. Donc il n'y a pas de limite hein, sur le nombre de voitures qui peut passer. Alors maintenant, pour résoudre le problème d'équité, ce que j'ai utilisé, c'est un super interrupteur. Donc je reviendrai là-dessus, sur la description de ce super interrupteur. Regardons déjà le code des voitures. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc c'est un pont bis, j'utilise 2 super interrupteurs, mes interrupteurs A et B, un sémaphore pont vide. Donc là, c'est ma petite méthode qui permet de dire quelque chose. Et donc, le code de run, c'est quoi? C'est autre interrupteur à vous. Donc ça, c'est l'autre interrupteur à vous. Interrupteur, je rentre, je dis, je roule, et interrupteur sort. Donc on va voir à quoi correspond l'autre interrupteur à vous. Ça correspond au fait de faire un P et un V d'une demande. Donc regardons tout de suite notre super interrupteur. Donc ce que j'ai ajouté dans mon super interrupteur, c'est un nouveau sémaphore que j'ai appelé équité. Donc quand je dis à vous, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais un P de équité et un V de équité. Donc ça sera utilisé par l'autre voiture pour donner la priorité à... Donc imaginons que c'est le super interrupteur A. Et donc avant qu'une voiture B passe, il faudra qu'il demande l'autorisation
au superinterrupteur A en lançant la méthode à vous, en faisant un P de équité, V de équité de l'interrupteur ici que j'ai appelé A. Après, ce qui est modifié aussi, c'est cette partie-là. Quand on est le premier à rentrer dans l'interrupteur, on fait un P de équité. Ça va permettre de bloquer, typiquement dans notre cas, les voitures B, parce qu'il faudra qu'elles demandent l'accès à ce sémaphore-là. Ici, bon, c'est qu'on demande la place dans le pont. Et là, on fait un V de équité pour libérer les autres voitures. Donc maintenant, regardons ce que donne le code. Donc là, le code du programme principal est le même que celui précédemment. Donc on a alternativement des voitures A et B qui sont démarrées, mais on en aura 4 de chaque. Java de pont bis. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'on a une voiture A qui roule, et puis tout de suite après, c'est une voiture B qui va passer. Donc, qui a pris la priorité sur l'autre voiture A qui passait après. Et puis là, on retrouve 2 voitures A, 3 voitures B, une voiture A, et donc on voit qu'on a des alternances de voitures A et de B. Ce qui règle enfin le problème d'équité. Donc le second exercice, c'est le problème du barbier. Donc ce problème, c'est un problème classique qui a été proposé par Dijkstra il y a bien longtemps. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un barbier qui possède une boutique et dans cette boutique, il y a une salle d'attente qui comporte N chaises. Une salle de rasage. Quand le barbier n'a pas de client, il dort. Quand un client entre et qu'il n'y a plus de chaises de libre, c'est-à-dire que la salle d'attente est pleine, il repart. Quand le barbier est en train de raser, les autres clients sont assis sur les chaises de la salle d'attente. Ils attendent. Quand le barbier dort, le premier client qui arrive le réveille. Donc ce que je vous ai indiqué, c'est quelques éléments pour concrétiser le problème. Donc indiqué par un petit message qu'est-ce que font le client et le barbier. Donc en particulier, quand un client arrive et que la salle est pleine, il dit zut. Quand il entre et que la salle n'est pas pleine, il dit ouf, je rentre. Quand le barbier rase, le barbier dit je rase et le client dit on me rase. Donc là, l'idée c'est on doit retrouver ces deux actions en parallèle. Et ainsi de suite. Donc il s'agit de donner le code des processus clients et du barbier. Et puis aussi tester votre solution en Java. Alors pour formaliser encore mieux la solution, je vous propose de la décrire sous la forme d'un automate. Donc là vous retrouvez l'automate du client. Je l'ai indiqué avec 4 états. Donc dans son état initial, s'il y a trop, NB va représenter le nombre de clients. Si NB est strictement plus grand que N, il dit 18, et donc là ça correspond au fait que le client part. Si NB égale 0, il doit réveiller le barbier. Et dans les autres cas, il va directement dans l'état suivant. Là, il dit ouf, content d'arriver dans la salle d'attente. Et les deux états suivants, il passe à on me rase, et puis après il dit super en sortant. Là, on retrouve l'automate du barbier. Donc, initialement, il dort. Donc, après, il se réveille en disant « je me réveille ». Donc, quand il se réveille, il a la garantie d'avoir au moins un client qui l'a réveillé. Donc là, il va raser le client. Donc, il va en choisir un, il va le raser. S'il reste des clients, il continue à raser. Et s'il n'y a plus de clients, il va dans l'état où il dort. Il dit « je dors ». Pour synchroniser ces processus, on va utiliser les variables suivantes. Donc il y a d'un côté la variable NB
qui est le nombre de clients en attente. Et je compte dans NB celui qui est en train de se faire raser. Un sémaphore mutex qui va permettre de lire et de modifier la variable NB en section critique. Et 3 autres sémaphores qui vont permettre de synchroniser réellement les 2 processus, réveil, rase et fin, que j'initialise à 0. Donc on peut les voir de cette façon-là. Quand un client réveille le barbier, ça va se faire au travers du sémaphore réveil. Alors, réveiller le barbier, ça va correspondre à V de réveil, et se réveiller, ça va correspondre à un P de réveil. Et on a la même chose avec rase et fin. Donc l'objectif de rase et de fin, c'est quoi? Ça va permettre au barbier de réveiller juste de prendre un client et le raser. Et on voit que les actions je rase et on me rase vont être faites en parallèle. Et une fois que le client est rasé, il envoie un message au barbier comme quoi c'est la fin. Alors on verra par la suite comment sont gérées les modifications de NB, on les verra directement dans le code. Donc reste à écrire le code. Donc je vais commencer par vous décrire le code du client. Donc on retrouve nos variables NB, le sémaphore mutex, et nos 3 sémaphores réveil, rase et fin. Donc initialement, il doit tester la valeur de NB. Donc notez bien que toutes les modifications de NB sont entre un P et un V de mutex. Donc si NB est trop grand, on ferme le sémaphore mutex et on 18. Et là, le code termine. Sinon, on teste si NB vaut 0 et on fait un V de réveil pour réveiller le barbier. Et là, on peut incrémenter la valeur de NB. Et on ferme la section critique par un V de mutex. Donc là, on retrouve l'action OUF. On fait un P rase. Donc là, on reçoit un message du barbier comme quoi il veut me raser. Et puis on dit on me rase. V fin, c'est pour dire qu'on a fini de se raser. Et on l'envoie sous la forme d'un message au barbier. Et on sort en disant super. Donc dans le processus barbier, j'ai rajouté une variable booléenne que j'ai appelée client. Client, quand il est vrai, ça veut dire qu'il y a au moins un client. Et sinon, il vaut faux. Donc initialement, client vaut faux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Dans l'état initial, il est en train de dormir. Il attend qu'un client le réveille. Donc il fait P de réveil. Une fois qu'il a réussi à faire P de réveil, c'est-à-dire qu'il a été réveillé par un client, il dit « je me réveille ». Il met client à vrai. Et donc là, tant qu'il y a un client, qu'est-ce qu'il fait? En faisant V rase, il envoie un message à un client pour le raser. Il dit « je rase » et il attend la fin, en faisant P fin. Et entre un P de mutex et V de mutex, c'est-à-dire en section critique, on décrémente le nombre de clients. Si le nombre de clients est égal à 0, on met client à faux. Et donc, en mettant client à faux, ça va permettre de sortir de la boucle et d'attendre qu'on le réveille. Donc là, on retrouve le code du client et du barbier. Et notez bien la manière dont sont synchronisés les 2 processus grâce au sémaphore réveil, rase et fin. Notez bien aussi l'intérêt de mutex qui permet de modifier NB de manière atomique. Alors si j'ai fait le choix de décrémenter le nombre de clients par le barbier, c'est simplement pour pouvoir mieux l'encadrer entre un P et un V du mutex, parce qu'on doit être capable de faire de manière atomique, c'est-à-dire en section critique, décrémenter, et puis tester est-ce que NB est égal à 0. Si on met la décrémentation du côté client et puis juste le test côté NB égale 0, le risque, c'est quoi? C'est que au moment où un client sort, il décrémente la valeur de NB qui pourra devenir par exemple 0.
Le barbier, le client, on peut imaginer qu'un client suivant arrive, il aura envie de réveiller le client et donc incrémenter la valeur de NB, et ce qui fait que le barbier, lui, croira qu'il restait encore des clients. Ça peut créer des incohérences. Donc là, c'est le fait d'avoir bien encadré la décrémentation du nombre de clients au niveau du barbier, ça permet de résoudre ce problème-là. Voilà, donc je vous propose une démonstration du code du barbier. Pour le problème du barbier, donc qu'est-ce qu'on retrouve? Donc ici on retrouve le nombre de clients, NB, qui est dans la salle d'attente, puis en comptant celui qui est avec le barbier. J'ai fixé à n égale 2 le nombre maximum de clients, notre variable mutext, et puis les trois variables réveil, rase et fin. Donc là, c'est juste une méthode qui permet d'écrire un message avec des méthodes slip. On retrouve ici le code du client. Donc dans le code du client, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans cette première partie, on traite le cas où le nombre de clients est trop grand. Et dans ce cas-là, le client dit zut. D'ailleurs, donc ici, ce qui serait mieux, c'est le mettre ici. Si le nombre de clients est égal à 0, on réveille le barbier en faisant un V de réveil. Enfin, on incrémente le nombre de clients. Et là, on fait un V du mutext. Et donc là, on retrouve la partie jeudi. Là, j'ai un message qui a été envoyé par le barbier, qui est le fait qu'il veut bien me raser. Je dis je me rase. Et puis, une fois qu'il a fini de raser, il envoie le message au barbier, le message fin, et il dit super. Donc ça correspond exactement au code que je vous ai présenté juste avant. Et si on prend le code du barbier, donc là on retrouve notre variable client, qui est une variable booléenne, qui indique est-ce qu'il y a des clients, que j'ai initialisé à faux. Donc initialement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il attend qu'un client le réveille, et il dit je me réveille, et puis il met le client à vrai, parce qu'il y a au moins un client qui l'a réveillé. Et tant qu'il y a des clients, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait un V de rase, donc ça permet de récupérer un client, il dit je rase, il attend la fin, et après en section critique, on modifie la variable NB, et on en profite, dans le cas où NB vaut 0, mettre client à faux. Et s'il n'y a plus de clients, il dit je dors. Donc ça, je l'avais oublié dans le code que je vous avais montré tout à l'heure. Donc dans le programme principal, qu'est-ce que je fais? Je démarre le barbier. Là, je démarre 4 clients. Je mets un grand coup d'attente, histoire de faire endormir le barbier. Et je lui remets encore 4 clients. Alors les clients vont arriver tellement rapidement qu'à un moment donné, il y aura des clients qui ne seront pas servis. Donc ça va permettre de tester les différentes parties du code. Donc regardons une simulation. Donc je l'avais compilé juste avant. Je venais juste de le modifier. Voilà.
Donc la simulation est un petit peu longue. Hein. Donc là, on voit un client qui arrive, on a le barbier. Parmi les clients, il y en a un qui dit ouf, il est pris, et on a deux qui disent zut. C0 lui a été pris, il dit ouf. Donc pour l'instant, dans la salle d'attente, on a C0 et C1. Et il y en a un qui a réveillé le barbier. Pendant que C0 dit on me rase, on voit bien que le barbier dit je rase. Là, on voit C1 qui dit on me rase, le barbier qui dit je rase. Et puis là, on voit C0 qui dit super, c'est-à-dire qu'il est sorti. Hein. C1 qui dit super, sorti. Et là, on voit le barbier qui va se recoucher. Et là, on voit de la deuxième partie où on a C4 et C5 qui arrivent dans la salle, et C4 réveille le barbier. Là, C6, lui, il n'a pas de chance, hein, il dit zut. Là, il y a le barbier qui rase, C4 rase. C5 est rasé, pendant que le barbier dit je rase. Là, on a C4 qui enfin sort de la salle. Et on a enfin le barbier qui dort. Et puis C5 qui dit super parce qu'il vient juste d'être rasé. Et notez bien que le code ne s'arrête pas. Hein, pourquoi il ne s'arrête pas? C'est parce qu'on a fait une boucle sans fin pour le processus barbier. Hein, on a mis un while true. Voilà. Donc on pourrait changer ça pour qu'il s'arrête au bout d'un certain temps. Abordons maintenant les questions de synchronisation hein, des processus. Alors, il y a deux schémas de synchronisation qu'il faudra connaître. Donc le premier que je vais présenter aujourd'hui, c'est le rendez-vous entre deux processus, et on verra une solution à un processus, et le problème du producteur-consommateur. Alors comment fonctionnent ces schémas? Dans ces schémas, vous retrouvez dans des cercles des actions de processus. Par exemple, le processus 1, lui, il va réaliser trois actions, A1, B1, C1. Et les arcs définissent des dépendances entre ces actions-là. Donc je voudrais, par exemple, que A1 soit avant B1. Et que C1 soit la dernière action que fait ici le processus 1. Mais je voudrais aussi que l'action A2 soit avant B1. C'est-à-dire que si j'ai B1, ça veut dire qu'avant j'ai eu A2. Alors dans le principe des rendez-vous, ce qu'on voit, hein, c'est que pour faire B1, il faut que A2 soit déjà réalisé. Pour faire C1, il faut que les actions B2 et puis aussi A2 soient déjà réalisées. Le fonctionnement courant d'un mécanisme de rendez-vous, c'est que les processus vont fonctionner de manière synchrone. C'est-à-dire que les actions A1 et A2 vont être faites en parallèle. Une fois que les deux actions sont terminées, on pourra faire B1 et B2 en parallèle. Une fois que ces deux actions sont terminées, on pourra enfin faire C1 et C2, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le principe du rendez-vous. Alors, dans le cas des producteurs-consommateurs, l'idée, hein, c'est que pour consommer, il faut déjà avoir produit. Alors, dans l'action AP, on produit on réalise un produit qui pourrait s'appeler par exemple A, et dans AC, on le consomme. Donc ça veut dire que pour consommer A, il faut avant produit A, ce qui explique la flèche qui va de AP vers AC, et puis ainsi de suite. Donc ce sujet-là, on le détaillera dans la vidéo suivante. Alors, dans le mécanisme rendez-vous, comment on peut gérer les rendez-vous, ici de deux processus, à l'aide de sémaphores? Bon, la solution est relativement simple. Hein, pour deux sémaphores, ce qu'il suffit de faire, c'est avoir un sémaphore par processus. Donc, on fait V de SEM2. V de SEM2, ça veut dire que j'envoie un message, le processus 1 envoie un message au processus 2. Et P de SEM1,
c'est pour indiquer que j'ai reçu un message du processus 1. Et donc, on va faire un V de SEM2, P de SEM2, je bosse, et ainsi de suite. Et de manière réciproque, le processus 2 fonctionne de la même manière, de manière symétrique. Qu'est-ce que ça va garantir? C'est que quand je vais faire par exemple le deuxième je bosse du proc 1, ça veut dire que le proc 2 aura déjà au moins bossé une fois et il sera en train de bosser une deuxième fois en parallèle avec le processus 1. Alors ce problème-là, comment on va pouvoir généraliser cette solution-là dans le cas de n processus? Or, la solution, elle est naturelle. Elle consiste à avoir un sémaphore par processus. Donc, si je prends le premier processus, donc là j'ai pris l'exemple de 3 processus, il envoie un message aux 2 autres processus, c'est un V de SEM2 et un V de SEM3, et il reçoit 2 messages, donc, qui est réalisé avec un P de SEM1, un P de SEM1. Et puis là, il bosse. Et puis ainsi de suite. Pour le processus 2 et 3, ça fonctionne exactement de manière symétrique. Donc ça va permettre de réaliser les je bosse des différents processus de manière parallèle et de manière synchrone. Alors, un des défauts de cette solution-là, c'est qu'il faut un sémaphore par processus. Donc, s'il y a beaucoup de processus, ça voudra dire qu'il y a beaucoup de sémaphores à gérer. Or, il y a une solution qui permet d'éviter cette explosion du nombre de sémaphores. C'est la technique de la barrière. Or, c'est quoi une barrière? C'est qu'un processus, lui, pour passer à une étape suivante, il appelle une fonction que j'ai ici, que j'ai appelée barrière. Donc là, il y a 2 barrières, barrière 1, barrière 2. Donc proc 1 lui va faire barrière 1, je bosse, barrière 2, je bosse. Et notez que tous les processus fonctionnent exactement de la même façon. Pour écrire une barrière, donc c'est le code qui est là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc ce que j'ai indiqué, grand N, c'est le nombre de processus que l'on a envie d'avoir en rendez-vous. CPT va indiquer le nombre de processus qui demandent à passer la barrière. Donc vous retrouvez la classique variable mutex, et puis un sémaphore VASI qui va permettre de bloquer les processus pour qu'ils soient typiquement en attente des retardataires. Donc exec, c'est le code que j'ai appelé ici barrière, dans le code de mes processus. Donc qu'est-ce que je fais? C'est de manière en section critique, quand on lance le code d'exécution, on fait un P de mutex, on incrémente le nombre de processus qui veut passer la barrière. Si tout le monde est là, donc ça se fait par CPT égale N, alors je remets CPT à 0 pour que la barrière puisse être réutilisée. Et je fais N-1 fois V de VASI. Donc qu'est-ce que je fais par cette commande-là? C'est je libère tous les autres processus. Sinon, en faisant P de VASI, je mets en attente que tous les processus passent la barrière. Donc vous voyez que le code s'écrit relativement simplement. Par contre, si j'utilise ici dans mes processus qu'une barrière, le code ne fonctionne pas. Donc ça fera l'objet de l'exercice que je vous demande. Alors comment travailler ce cours? Faites les expérimentations en Java. C'est la seule façon de comprendre pourquoi ça fonctionne. Alors, je vais commencer par un petit exercice. Donc imaginons que j'utilise qu'une barrière. La question qui se pose, c'est pourquoi ce code ne fonctionne pas? Donc vérifier que le code ne fonctionne pas correctement, typiquement par
Dans un premier temps, peut-être par un petit code Java. Après, ce que je vous demande, c'est de corriger le code de la barrière, de telle façon que le code qui est écrit au-dessus fonctionne. Donc l'idée, que je vous donne une indication, c'est voir la barrière comme double barrière. En d'autres termes, c'est dans le code de barrière, on doit retrouver barrière 1 et barrière 2 du code précédent. Et donc, testez votre solution en Java. Pour l'exercice 2, donc c'est encore un problème de rendez-vous de n processus. Et ici, je vous l'ai décrit en ajoutant un nouveau processus que j'ai appelé RV pour rendez-vous. Donc dans cette synchronisation-là, chacun des processus, pour passer à l'étape suivante, doivent demander l'autorisation à Hervé. Ce que fait Hervé, c'est que lui, il attend un message de tous les processus. Une fois qu'il a reçu un message de tous les processus, il peut les débloquer. Et ainsi de suite. Donc ce que je vous demande, c'est de résoudre le problème du rendez-vous en utilisant le processus Hervé. Et chercher à minimiser aussi le nombre de sémaphores. Puis tester votre solution à Java. Donc d'une certaine manière, vous voyez Hervé comme une barrière. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis à très bientôt.